activités parapédagogiques de l'école d'architecture de Rabat-Bouillère, on envisage de programmer donc un cycle de conférences des grands architectes marocains, et certainement on aura d'autres intervenants français ou autres, étrangers, qui ont marqué les espaces publics d'une manière générale, qui ont marqué les villes et qui ont marqué l'architecture, notamment marocaine. Donc ce cycle de conférences, comme je vous l'ai annoncé au début de l'année, va être conduit par une publication de l'école d'architecture. Et on a le plaisir déjà d'ouvrir ce cycle de conférences. On est honoré par la présence de M. Rachid Endeloussi, qui est un grand architecte marocain. Il a dans son actif énormément d'architecture qui va pouvoir nous le présenter. Donc je ne vais pas parler de ces bâtiments-là. Je laisse le soin à M. Rachid Endeloussi pour nous présenter ces œuvres-là. Et en temps de foile, on a vraiment envie de savoir de l'idée, c'est quoi le déclic de l'idée vers l'œuvre. Quelle est souvent, c'est la principale inquiétude un peu de tout architecte ou tout étudiant en architecture, c'est devant le blanc, devant des contraintes, comment on arrive à la fin à une œuvre ou à une production architecturale qui est habitée et qui est ensuite admirée. Donc, je vous passe la parole, M. Endeloussi. Merci. Merci, Iman, Monsieur le Président, chère assistance. Je suis doublement ravi d'être là et honoré. Tout d'abord parce que je suis là pour vous rencontrer. Et j'ai découvert en même temps aussi l'Université internationale de Rabat. Je suis très, très agréablement surpris par ces installations, par cet équipement grandiose, magnifique. Ça nous donne toujours encore plus de l'espoir pour l'avenir. Et par ailleurs, je suis aussi ravi d'ouvrir le nouveau cycle dans cette école d'architecture pour augurer cette rencontre entre étudiants et architectes. Le thème d'aujourd'hui, donc, on m'a demandé de parler des mécanismes, finalement, de la créativité, hein, de la page blanche à la réalisation, peut-être, finale d'un projet d'architecture. J'aimerais à ce propos d'abord commencer par vous parler de ma modeste expérience d'architecte. Donc, je me présente par l'occasion. Je suis donc casablancais, né à Casablanca. J'ai vécu entre deux quartiers de Casablanca, l'un moderne et l'autre traditionnel, entre Mir Sultan et les Habous. C'est très important de vous le dire parce que ça va marquer à jamais mes caractéristiques et mes gènes, puisque je me considère d'une double culture, donc une culture marocaine et aussi française. J'ai eu mon bac à Paris, en France, et j'ai intégré l'école spéciale d'architecture. J'en suis sorti en 1994 après avoir passé un diplôme sur la question de l'habitat rural au Maroc. Et ceci étant dit, j'ai travaillé pendant, et c'est très important aussi de le savoir, parce que le métier de l'architecte, lorsqu'on est sanctionné par le diplôme, on n'est pas tout de suite architecte, ce n'est qu'un droit à l'erreur, hein, de pouvoir aller et faire de l'architecture, mais le reste, c'est celui qui vient, c'est l'expérience qui se cumule, qui se capitalise à travers l'exercice. L'architecture, c'est aussi un métier qui s'apprend par aussi l'exercice. La partie théorique est très importante, c'est le background, c'est la base, c'est la partie la plus importante qui alimente par la suite notre esprit, qui alimente aussi et qui nous propulse dans la créativité, j'en suis sûr. La partie des stages, qu'on appelle les stages forcés, la partie du travail dans les cabinets d'architecture, ou alors dans l'administration est très importante. J'ai passé 6 ans entre une année à l'administration et 5 ans dans des cabinets d'architecture. Quand j'ai vu que j'étais un peu plus mûr pendant ces 6 années, j'ai décidé d'ouvrir en 1990 mon bureau d'architecture à Casablanca. Et j'étais déjà très imprégné par cette ville qui est Casablanca, par son paysage urbain, par sa qualité architecturale. Et j'étais
assez conscient du fait que, au moment où il y avait un discours à la recherche d'une identité architecturale au Maroc, et qui nous a beaucoup plus renvoyé vers des images beaucoup plus caricaturales, beaucoup plus, disons, folkloriques de l'architecture, puisque à un certain moment, dans les années 70, vous allez vous en rendre compte lorsque vous allez faire votre lecture de la ville, parce que la ville, c'est quelque chose qui se dévoile. La ville, elle raconte sa propre histoire à travers ses réalisations. Et vous allez le voir à Casa, Rabat ou ailleurs, lorsque vous verrez des constructions des années 70, vous allez vous rendre compte, bien sûr, qu'il y avait justement des mouvements assez importants de l'architecture porteur d'une bonne architecture moderne et une autre un peu plus traditionnelle à la recherche d'une certaine identité. Et lorsqu'on était à la quête de cette identité, on s'est un peu adossé à tout ce qui est cette architecture d'arcade, de tuiles, une architecture un peu d'expression, disons, comme le disaient certains, un peu réactionnaire, quelque part, parce qu'elle n'était plus dans l'air du temps, elle était un peu dépassée, mais on a fait un bond en arrière assez fort pour aller rechercher des éléments et une écriture architecturale qui n'étaient pas de notre temps et qui étaient en décalage par rapport à nous, mais qui étaient plutôt revendiqués par une conscience assez enfouie, qui était la culture. Hein, donc on cherchait une culture. Sauf que, pour moi, autant qu'étudiant, mais autant que finalement à la veille d'un architecte pratiquant, je savais qu'il y avait une architecture qui était là présente. C'est cette architecture dont on a hérité de notre histoire, qui est le protectorat français, et qui était une des architectures assez exceptionnelles dans le monde. Vous le savez très bien aujourd'hui, c'est une architecture à Casablanca ou à Rabat ou d'autres villes, Meknès, Tanger, Marrakech et j'en passe. Et il y a une empreinte assez forte d'une architecture à caractère très important, connue, reconnue mondialement. Vous le savez très bien, aujourd'hui, Rabat est justement une ville qui est inscrite au patrimoine universel ou du patrimoine de l'UNESCO, mondial de l'UNESCO, justement grâce à cette diversité architecturale en ce qui est des architectures des Almohades, entre ce qui est des architectures des Mérinides, en ce qui est des architectures justement classiques, modernes, peut-être art déco, art nouveau, on peut le trouver aussi, mais aussi cette architecture des années 70 avec son brutalisme dont on voit certains exemples éloquents et majestueux à Rabat, sur l'avenue Hassan Ier, par exemple, qui est un des bâtiments les plus forts de ceux, peut-être, de la Banque du Maroc de Zévaco, ou alors certaines réalisations de Patrice Demazière et Abslam Faraoui. Effectivement, lorsque j'ai commencé, je me disais, il y a quelque chose à prendre. Il y a une identité sûre qui est là, il suffit de la regarder, de la voir. Et c'était le premier enseignement. Il n'y avait pas d'école d'architecture au Maroc, mais il y avait un vrai enseignement à prendre dans la rue. L'université, elle était à ciel ouvert, c'était un musée à ciel ouvert avec une diversité très très grande architecturale et une richesse indéniable et reconnue aujourd'hui. Donc c'est cette architecture aujourd'hui dont je voudrais vous parler et celle qui m'a le plus imprégné et intéressé, dans le sens où il fallait qu'on fasse justement une couture dans cette histoire et revenir là où, je disais, l'architecture s'est un peu essoufflée et finalement elle s'est arrêtée. Donc je voudrais vous parler d'abord, pour commencer, de quelques projets que j'ai choisis pour vous les passer aujourd'hui, parce qu'ils portent en eux une certaine signification, mais aussi un certain sens que je voudrais surtout partager avec vous. Et je voudrais commencer, comme on doit se le faire, tout architecte, par les constructions individuelles. Donc le thème de la villa, qui est un thème assez intéressant, puisque je considère que c'est un thème qui relève un peu de la haute couture. C'est vraiment une chose très personnelle, où il faut prendre les mensurations, les dimensions du client pour pouvoir lui faire
une maison sur mesure. Donc, c'est de la haute couture, c'est de sur mesure. Mais, justement, dans le sens où on voudrait justement aborder le thème d'aujourd'hui, la créativité et comment aller dans le projet lorsqu'il se pose avec un client qui vous donne une programmation, des exigences. Lorsque vous prenez connaissance justement de ces mensurations, c'est quoi la mensuration? C'est son mode de vie, la manière dont il vit, le nombre de familles, comment il reçoit, comment il se comporte chez lui et en société. Et de là, justement, il y a des messages. L'architecture, c'est aussi un ensemble de messages. Et je retiens beaucoup dans ce sens le travail très pédagogique et très important d'un des plus grands architectes du XXe siècle, c'est Louis Kahn. Louis Kahn, qui était tout le temps en perpétuel questionnement des espaces, des matériaux. Il posait des questions extraordinaires et son thème préféré, c'était le beginning, le commencement. Comment on commençait, comment on faisait. Ça m'a beaucoup intéressé et comment l'additionnement de l'architecture se faisait. Et lorsque j'avais à traiter du thème de cette ville-là à Casablanca, pas loin, justement, dans le quartier Anfa, pas loin d'un immeuble et un bâtiment art déco construit par un des plus grands architectes des années 30. C'est l'architecte qui a construit aussi la wilaya de Casablanca, c'est l'hôtel d'Anfa en 1938. Et l'hôtel d'Anfa, vous le savez tous, c'est là où il y a eu la conférence de 1943 où s'est rencontré, c'était Dar el-Baïda. Donc pour les Alliés, ils voulaient un peu tromper l'ennemi et tout le monde pensait que ça allait se passer à la Maison Blanche à Washington, alors que la rencontre entre De Gaulle, Churchill et Roosevelt, Mohamed V, se faisait à Dar el-Baïda, donc à Casablanca, à la Maison Blanche de Casablanca. C'était la rencontre 1943. Malheureusement, cet immeuble a été démoli. Hein, malheureusement, franchement, quand on parle de patrimoine, c'est un crève-cœur pour moi. C'est un bâtiment qui a été démoli en 1964. Il a emporté avec lui ses souvenirs, mais aussi tous les secrets. Hein, si les murs avaient des oreilles, il nous aurait raconté beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qui se sont passées dans ce bâtiment. Et c'est quelque chose qui a déclenché justement ma créativité, sûrement, au regard de ce bâtiment. Mais avec cette douleur portée, quelque part, je me disais, bon, c'est l'occasion pour moi, peut-être, de rendre hommage. J'en ai pas parlé à mon client. Il l'a su à la fin. Mais au départ, il l'a jamais su. C'était un secret que j'ai porté tout seul, avec ma feuille blanche sûrement. Et j'ai reproduit presque le langage, le lexique. Je n'aurais pas repris l'architecture, mais le lexique architectural, quelques écritures que j'ai adaptées à la villa. Je l'ai dédoublé. Hein. C'était que j'ai appelé au départ les pantoufles, parce que c'est deux pantoufles, au fait, hein, qui se dédoublent. C'est une partie de l'entrée. C'est un bel exercice, parce que si on divise la maison en 4, ça nous donnait exactement le même exercice. Et à chaque fois, et justement, c'est ça, ce que disait Louis Kahn, à chaque fois, on utilisait les espaces d'une manière différente. Des fois, le même espace, avec les dimensions, avec les vues, avec l'orientation, pouvait être cuisine, pouvait être salon, pouvait être chambre à coucher, pouvait être aussi réception, etc., etc., ou salon marocain, ou salon européen. Dans le cas précis, on travaille bien sûr au Maroc. J'ai prévu de ne pas trop m'attarder sur cette ville-là, mais il faudrait que je le fasse parce que c'est le début. Je m'attarderai beaucoup plus sur la Bibliothèque nationale peut-être et le théâtre de Casablanca, mais rapidement, vous voyez pour le premier étage, très rapidement, c'est l'entrée, un hall de distribution, mais en entrant, on est déjà en contact avec l'extérieur. C'est très important dans une villa, donc avec une enceinte, avec un jardin périphérique. Et vous savez très bien qu'après, il y a le thème justement de la modernité et des règlements où il faut faire une villa avec un jardin à l'extérieur, sachant que notre culture, là on a vécu, la plupart de nous, ceux qui sont de mon âge, ils avaient des grands-parents qui ont vécu dans des riads, des maisons dont le jardin était au milieu. Donc le riad avec un patio, alors qu'on se retrouve à l'extérieur. Et toute ma hantise était de faire de l'architecture marocaine tout en étant avec
porteur d'un langage de la modernité. Donc, il fallait qu'on se mette en contact avec son environnement, son jardin. Alors, si on prend, bon, on rentre, on a la partie réception, là, la partie séjour toujours demandée, avec des terrasses couvertes, des étages, des escaliers pour le sous-sol, des vestiaires et la cuisine qui se prolonge par une cour. Là, le séjour, c'est le salon marocain, le salon cheminée et le salon européen. Donc, on a toujours cette culture, on l'apporte. Hein, c'est notre identité. Hein, donc, il y en a toujours, on veut toujours aller vers le salon marocain, le salon européen, etc. Et ça ressort tout ça. Ça ressort, ça se lit sur notre quotidien. Et là, justement, ce qui était important pour moi, c'est de pouvoir se mettre en symbiose avec l'extérieur. C'est notre vie, c'est comme ça. Et donc, on se met dans une situation où les ouvertures se font presque à 180 degrés pour pouvoir inviter l'espace extérieur à participer à tout ce qui est intérieur. La villa, donc, au crépuscule, lorsque la lumière à l'intérieur artificielle prend le pas sur la lumière extérieure, et on en parlera de la lumière au Maroc, parce que je considère que la lumière au Maroc fait partie du matériau avec lequel il faut sûrement travailler, parce que cette lumière, elle est assez exceptionnelle, elle est belle, c'est reconnu par tout le monde aujourd'hui que cette lumière est très exceptionnelle, et il ne faudrait pas, autant qu'architecte, d'oublier de travailler avec cette lumière, et c'est là où ça devient important. Mais la lumière artificielle a, elle aussi, son importance, parce qu'elle reprend le relais pour valoriser plus les espaces. Donc nous avons des espaces très ouverts sur les trois côtés, hein, en U, qui sont ouverts. On se met en relation directe avec les extérieurs. Une vue à partir du salon, comment ça s'ouvre. Là aussi, c'est une idée qui est toujours omniprésente. C'est l'arcature, c'est le déambulatoire, c'est le passage, c'est la recherche de l'ombre. Mais j'avais un souci assez important parce que j'étais en terrain en pente et j'avais un voisin qui surplombait le jardin de la villa. Vous savez très bien que nous sommes nous tenons beaucoup à notre intimité au Maroc. On veut bien voir, mais on ne veut pas être vu. Donc ça, c'est une relation qu'on connaît très très bien. Donc, mais là, justement, je voulais me protéger et protéger le propriétaire des vues indiscrètes du voisinage. Et j'ai dû remonter le jardin. Hein, donc, j'ai créé tout un jardin suspendu pour donner tout de suite de la hauteur à la végétation. Donc, je gagne tout de suite 3 mètres. Et je ne devais pas attendre 5 ou 6 ans pour que la végétation pousse pour pouvoir protéger le jardin de mon client. Il est important de savoir que c'est aussi des moments agréables où l'ombre vient protéger de se mettre ici. Là, je vois de temps en temps ce client, mais ils sont toujours à cet endroit-là, placés avec des salons, il y a des chaises, des tables, et c'est très très agréable. Et ce qui est encore plus agréable, c'est la vibration de la lumière et comment la lumière change avec le jeu de lampes dans une ville blanche. Je tiens à vous dire que je ne construis qu'en blanc à Casablanca et que je considère que c'est une erreur monumentale. Et comme disait Adolf Loos, pour l'ornement, que l'ornementation, l'architecture était un crime, moi je dis que et construire en une autre couleur que le blanc à Casablanca est aussi un crime. Là, nous attaquons une autre villa. Je reste sur le thème de la villa, mais je serai encore plus rapide pour vous dire que les ouvertures sont beaucoup plus grandes. La villa, dans un sens écolo, il faudrait qu'elle soit traversante. J'ai un jardin, une terrasse, et derrière, une terrasse et un jardin. Donc, quand j'ouvre les portes, je ventile. J'ai des doubles hauteurs dans cette villa avec une mezzanine. Je suis en face de la mer. Il y a des vues à prendre. Toutes les vues sont magnifiques et je ne voulais pas rater aussi non plus
c'est cérémonial de prendre un escalier, d'aller d'un espace à un autre d'une manière verticale, sans perdre de vue à chaque fois la mer. Et c'était des points d'accroche comme ça. Et des fois, lorsqu'on va sur un site avant de commencer notre projet architectural, moi je pense que si je dois me permettre de donner un conseil pour pouvoir partager avec vous des expériences, c'est de vous dire d'aller sur le site, de regarder le site, d'analyser le site, d'essayer de questionner le site et soyez très insistant auprès du site parce que c'est celui-là même qui va vous donner quelques réponses. Et les réponses les plus importantes, et je suis sûr que lorsque vous allez être obsédé par l'idée, parce que l'architecture, il faut le savoir, c'est aussi une obsession. Ça ne vous quitte pas. Lorsque vous avez une commande, c'est quelque chose qui vous habite. Et justement, cette manière d'être habité, vous la reportez sur le site en restant devant lui, en insistant, en analysant, en le regardant, le lever du soleil, le coucher du soleil, les vues, tout ce qu'il y a autour, la topographie du terrain, son histoire, son environnement. Tout ceci est très important pour pouvoir vous faire une idée et pouvoir justement trouver des solutions, parce que je vous le répète encore une fois, en insistant au terrain, sur le site, sur l'analyse cytologique, le terrain va vous répondre. Vous allez instaurer tout de suite une relation de dialogue entre vous, entre vos préoccupations et votre site. Et le site, je suis sûr qu'il va vous répondre. L'aspect de la villa, donc cette villa dans sa rationalité, avec des auvents assez importants pour casser le soleil. Là, on est dans le soleil rasant. Il est assez frais. Nous avons des terrasses, des brises-soleil et justement l'architecture extérieure est d'une simplicité très grande et raconte ce qui se passe à l'intérieur. Et on n'a pas besoin de gestes gratuits pour la façade. Quand on fait une architecture rationnelle qui répond aux exigences du maître d'ouvrage, quand elle répond à vos exigences à vous, à ce que vous vous êtes tracé comme idée directrice pour pouvoir sortir un projet, le projet ne peut être que beau. Donc c'est la relation entre cette idée importante et entre ce qui est éthique et esthétique. Tout ce qui est éthique, réel, rationnel, logique, et ne peut être que beau et esthétiquement valable. Des vues sur la mer à partir de ces terrasses. De l'intérieur, donc toujours cette architecture moderne, mais plutôt pour moi marocaine. On a vécu dans des endroits avec des doubles hauteurs, avec des déambulations. Nous sommes dans un pays où la chaleur bat son comble pendant 9 mois. On a 3 mois d'hiver. Mais la plupart du temps, il faut assurer justement cette ventilation d'air. Donc j'ai des ouvertures qui se font face et quand on les ouvre, ça crée des courants d'air assez intéressants lorsqu'il fait très chaud. La hauteur est importante aussi pour jouer un rôle de climatiseur. Et bien sûr, dans chaque village, je considère que, et c'est là où le message, je voudrais vous le passer, c'est au moment où on fait un escalier, il a une fonction, il a une rationalité, mais cette fonction rationalité fait l'objet aussi de la créativité pour pouvoir faire une œuvre. Un escalier, pour moi, peut-être, à chaque fois, c'est l'occasion pour moi d'avoir une sculpture en plein espace. Ça remplit l'espace d'une manière intéressante. Un autre projet de villa, et ce sera peut-être la dernière, c'est d'avoir décidé de faire une piscine au milieu d'une villa qui sépare 2 entités. C'est toujours le même exercice, si vous savez. C'est une architecture, quelqu'un m'avait dit aujourd'hui, un étudiant m'avait dit, mais monsieur, vous êtes très académique et classique. Je suis classique et académique. Voilà. Donc le problème est réglé. Avec ça, j'ai des espaces identiques, les mêmes. C'est une maison à rez-de-chaussée, il n'y a pas d'étage, mais il y a un sous-sol qui occupe toute la maison. Cette maison, d'une part, on rentre
Et on rentre par là, toutes mes entrées sont chicanées, comme le veut la tradition, et sont chicanées, mais on découvre un bassin qui fait à peu près 50 mètres de long et qui sépare les deux maisons, relié par un cordon ombilical qui est là, c'est un pont, un couvert. Et là, on rentre, une entrée, une autre chicane, et on arrive. Salon marocain, salon européen, salon cheminée et salle à manger, avec office, cuisine et escalier pour le sous-sol. De l'autre côté, on traverse pour aller dans la partie jour. Là, vous avez la partie jour. Et là, on passe à la partie nuit, avec chambre des parents, mais tout donnant sur le jardin, salon familial et chambre pour enfants autour d'un patio à chaque fois. Ces éléments de l'écriture architecturale et de l'esprit architectural traditionnel qui reviennent, mais dans un style moderne qui s'adapte au temps présent. C'est une maison aussi qui se veut assez canienne par rapport à l'additionnement des espaces qui se répètent, hein, mais qui ont des fonctions très différentes. Donc cette piscine qui est à l'entrée, une piscine aquatique, et puis avec ce pont tout en verre qui relie les deux corps de bâtiments importants de la villa. Voilà les deux corps. Là, j'ai une relation assez particulière avec mes réalisations. Ça, je l'appelle la station-service. Donc, j'ai un Porsche de service, comme pour protéger les voitures lorsqu'ils vont l'essence, et le bâtiment commercial derrière. Donc, d'une pureté très, très simple, une écriture simple aussi, mais tout ce qui se passe à l'intérieur est beaucoup plus intéressant. On n'est pas là pour se montrer sur ce qui se passe à l'extérieur, mais je pense qu'elle est d'une beauté, pour moi, tranquille, magnifique. Et ce qui est important dans l'architecture, c'est que l'architecture devient polie. C'est une politesse, c'est-à-dire qu'elle entretient avec celui qui la possède, au moment où il la regarde, une relation de politesse. Et ça, c'est très important. Donc, de l'intérieur, à partir de cet cordon ombilical, tout en verre, c'est une boîte en verre qui relie les deux corps de la maison, donc pour aller vers la partie, mais à chaque fois, ça aboutit sur de la lumière. J'ai à chaque fois la lumière qui jaillit. Malheureusement, je n'ai pas pris avec moi quelques photos ce qui m'a beaucoup inspiré, justement, dans ce cas-là, c'est les kasbahs les kasbahs de Ouarzazate, les kasbahs des Agora, les kasbahs qu'on trouve sur le fleuve Ouaddara, où on rentre et il y a ces clairs-obscurs, hein, et ces puits de lumière qui arrivent dans des entonnoirs fermés, sombres, et hop, la lumière jaillit parfois. J'espère retrouver ces sensations dans ces architectures, et ça, c'est assez authentique, mais raconté autrement, avec peut-être un même langage, mais une écriture qui diffère. Là, c'est la partie salle à manger. C'est un sol en ardoise noire avec des murs revêtus tout simplement en érable moucheté. Là, c'est une autre villa. Ce n'était pas la dernière alors. Mais celle-là, c'est encore un peu plus dans l'esprit de ce que je vous disais au départ. C'est qu'on a vécu dans des riads, dans des maisons traditionnelles de Fès, Marrakech, Tétouan ou ailleurs, avec un patio intérieur. Et j'aurais souhaité un jour réaliser des maisons avec patio. Hein, donc c'est une culture méditerranéenne, c'est avec des atriums qui nous vient un peu du nord de la Méditerranée, de chez les Grecs et les Romains. Et l'urbanisme moderne ne le permet pas. On ne peut pas arriver sur un terrain et mettre tout à la périphérie et mettre le jardin au milieu. Ça aurait été extraordinaire, mais on ne peut pas. Le règlement d'urbanisme ne nous permet pas de nous adosser sur les voisins, alors qu'avant, ça se faisait. Donc, c'est comme ça qu'on construisait avant, donc, les uns sur les autres, et on faisait des carrés à l'intérieur, des trouées. Maintenant, on se retrouve avec cet exercice, donc la villa, le jardin à l'extérieur, et le bâti à l'intérieur. Comment revenir à l'idée, justement, de construire en négatif, à l'intérieur, extérieur, extérieur, intérieur? C'est justement cet exercice auquel je me suis livré encore une fois à Rabat pour la construction d'une villa, où
je fais une villa avec 9 mètres de large et 12 mètres de long, et je l'ai appelée la villa aquarium. On est dans un aquarium, on est dans, une, dans un vitrage. C'est un choix. C'est un choix qu'il faut assumer, qu'il faudrait travailler. C'est une idée de départ forte. C'est ce qu'on appelle le parti architectural. Excusez-moi, parce que il faut que je dise que il faut que je m'adresse à vous, qu'on se comprenne, que je sois pas, qu'on n'ait pas un écart et que on se comprend par rapport à ce que je dis. C'est-à-dire que lorsque je décide de faire cette villa, j'étais hanté par cette idée de comment vivre. C'est pour des Marocains. Hein, comment les faire vivre comme s'ils étaient dans une maison traditionnelle. Donc, les mettre en relation avec l'espace extérieur, le jardin, mais avec les risques d'être dans un pays chaud où le verre, l'utilisation de verre devient dangereuse à cause des effets de serre, etc. Et là, c'est justement l'additionnement des solutions qu'il faut donner à votre projet pour le rendre viable et vivable. Donc, cette villa de l'extérieur qui se prolonge dans les mêmes proportions et les mêmes dimensions pour devenir un espace ouvert, un espace fermé, semi-fermé ou alors carrément aquatique. C'est une maison qui s'adosse presque sur une muraille habitée, comme vous l'avez vu. Donc ça, c'est tout l'arrière, c'est presque pour moi une muraille habité, où il y a une entrée chicanée encore une fois, qui nous renvoie ici, la cuisine avec son oufès ouvert sur la réception, et puis après, comme l'aiment bien les Marocains, le séjour familial, télévision, les enfants, etc. Donc la villa de l'intérieur, à partir de la mezzanine, parce qu'il y a une double hauteur, donc on la voit, la cheminée au fond qui donne sur la piscine, mais bien sûr, il y a des screens, donc des rideaux à l'extérieur. Et c'est ce qui protège justement la villa, en attendant que la végétation devienne adulte et mature. Donc c'était le début, on a rapporté quelques arbres, et puis bon, maintenant, cette villa elle a plus de 8 ans maintenant, et bien sûr les photos étant prises au départ de la villa, enfin lorsqu'elle a été habitée, il y a 7 ans de ça. Aujourd'hui, il y a une végétation luxuriante qui protège encore plus la maison, mais elle a toujours ses rideaux extérieurs, parce que on n'a pas, si jamais les rideaux sont à l'intérieur, l'effet du rideau ne travaille pas, parce que déjà la maison a accumulé la chaleur à travers les rayons solaires qui viennent bombarder les vitrages et qui donnent des calories en plus à l'intérieur. Toujours des escaliers assez épurés qui sont suspendus hein, à la dalle de la mezzanine et au rez-de-chaussée. La villa au crépuscule, qui devient éclairée et qui devient comme si une villa devient un peu finalement à l'extérieur. L'effet vitrage s'estompe. Là, la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale de Rabat, que vous devez sûrement avoir traversé, connu ou alors visité, est un concours qui a été organisé en 1999. Nous l'avons remporté avec mon ami Abdelwahed Montasser. Et la réflexion de départ était intéressante. Peut-être c'est là où je voudrais vous raconter. Donc, on se trouve dans une situation donnée. Donc, le site, c'est bien, vous le connaissez très bien, le jardin d'essai. Hein, vous avez une entité urbaine et paysagère très importante, marquante dans le territoire. Et vous avez le terrain sur lequel on devait intervenir. Vous avez les stades de football. Vous avez la cité universitaire du quartier Agoudel, le quartier Agoudel qui est par là. Vous avez l'avenue Ibn Hazm et Ibn Khaldoun, et qui toutes les deux convergent vers Bab el-Rouah. Mais vous savez que de ce point de vue, qui est l'entrée du jardin d'essai sur cet axe-là, nous avons une vue vers Bab el-Rouah. Et c'était assez déterminant pour moi, cette situation particulière de ce terrain d'entraînement de l'équipe de FUS. Vous avez le terrain de football, c'est quelque chose qui nous a sûrement dérangé, mais là où justement nous avons trouvé notre point d'ancrage, et là on a été pour pouvoir demander à notre site qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. C'est la question que pose toujours
Louis Kahn, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est le terrain qui vous parle et qui vous répondra sûrement. On a été sur le jardin mythique de Belvédère, un jardin dessiné par Nicolas Forestier, et qui était un promontoire. Le Belvédère, c'est un balcon de la ville de Rabat. Si vous n'avez jamais été, il faut y aller pour que vous puissiez admirer tout Rabat à un degré ouvert de 180 degrés, avec au fond, vous la verrez, Bab el-Kbir, les Oudaya, la mer, l'estuaire de Bourgreg. C'est vraiment un des lieux prestigieux, et c'était pour nous presque une fierté de se retrouver dans ce lieu-là, avec lequel il a fallu qu'on dialogue et qu'il a fallu qu'on manipule. Et la première idée, c'est de se dire, mais à partir du point ici, ça nous renvoie directement vers l'arrière du site. Et c'est dans ce sens-là qu'est née l'idée de la tour. Franchement, c'est comme ça. On a dit, il faudrait qu'il y ait une ponctuation. Il faut qu'il y ait une référence urbaine importante. Il y a quelque chose qui manque. Vous l'avez sûrement remarqué, il y a deux Washingtoniens qui sont très très grands, qui font plus de 20 mètres. Il manquait quelque chose. On a dit peut-être qu'il faut faire quelque chose. On ne savait pas quoi, mais on savait qu'il fallait avoir une référence. Voilà un des éléments importants sur lesquels on s'est articulé. Bab el-Rouah, la manière d'aller vers Bab el-Rouah, mais aussi le terrain du Belvédère. Vous savez qu'il y a un dénivelé entre le Belvédère et le site sur lequel on allait installer la Bibliothèque nationale était de 15 mètres. Et sur les 15, peut-être un groupe d'architectes ou architectes qui ont répondu, nous sommes peut-être les seuls à avoir répondu en tirant référence au lieu et au jardin du Belvédère, puisqu'on ne voulait pas déranger le jardin du Belvédère et on ne voulait pas non plus déranger la vue des Rbati, parce que c'était un lieu où ils venaient regarder et admirer leur ville. Tout au contraire, on a voulu que la Bibliothèque nationale, ou le toit de la Bibliothèque nationale, soit un prolongement du jardin du Belvédère, et plus que ça, c'est-à-dire qu'on a profité du tracé du jardin du Belvédère pour avoir un tracé de circulation à l'intérieur de la bibliothèque. C'est-à-dire que c'est le site qui demande et qui dicte presque les solutions à donner à notre bâtiment, qui devient presque un bâtiment connecté à l'urbain, qui devient, c'est ce qu'on appelle, un peu ce qu'on a appelé dans les années 80, les projets urbains. Hein, donc, et ce projet devient tout de suite urbain parce qu'on a voulu créer la place, la grande place, et une bibliothèque. On a dit, bon, ben, c'est l'occasion peut-être d'avoir une grande place et pour la connecter à la ville, pour que cette bibliothèque devienne accueillante et ouverte aux étudiants. Et elle règle aussi un problème de circulation. Nous avons tous les étudiants qui arrivent de la cité-université de Lagdal par-ci ou par-là, et là c'est un raccourci. On a créé des escaliers urbains de 12 mètres de large, qui sont aussi des escaliers ou des gradins, comme on veut. On peut les utiliser comme l'événement pourrait venir et s'imposer, avec un déferlement sur une grande place et l'ouverture sur la bibliothèque. Là, voilà ce qu'on voit aujourd'hui quand on arrive. On a Bab el-Rouah à gauche et à droite, nous avons la ponctuation, qui est tout simplement une inspiration par rapport aux proportions de la tour Hassan. On voulait rester très rebâti dans la pensée, donc un carré à la base. Et ce carré, encore une fois, c'est quelque chose qui appartient à la bibliothèque. C'est-à-dire que si on l'avait ripé et poussé, c'est le vide qui fait le patio. Donc là, nous avons le patio, c'est comme si c'était la tour qui avait été retirée. Il y a les passerelles qui sont nées à partir justement de ces passages du jardin et les tracés du jardin, qui continuent pour aller dans le grand corps important qui sont ici les salles de lecture. Là, nous avons le grand boulevard de la bibliothèque.
Nous avons présenté aussi des maquettes pour montrer comment on pouvait prolonger la vue à partir du toit de la bibliothèque, la tour, le prolongement. Et finalement, je pense que le jury qui était prestigieux, il faut le rappeler, il y avait Chemetov, Paul Chemetov comme président du jury, il y avait Pierre Riboulet et d'autres grands noms d'architectes marocains, Chorfi, Ahmed Tawfiq, Ashari et Mouline, je pense, etc. Donc, on ne peut pas tous les citer, c'était 16. Donc, une coupe pour comprendre comment on avait un dénivelé, le jardin du Belvédère, et pour aller vers le boulevard, là où passe aujourd'hui le tram. Nous avons la topographie du terrain qui est lisible aujourd'hui, vous pouvez le voir, le riad ouvert avec les patios, le grand boulevard de la bibliothèque. Vous avez le plan des rez-de-chaussée, donc comme elle est enterrée, on avait besoin d'ouvrir des patios pour éclairer, pour ventiler la colonne vertébrale de la bibliothèque, qui est l'administration, qui contrôle toute la bibliothèque, et c'est important. Nous avons la salle de conférence, c'est une activité qui est indépendante sûrement des activités qui peuvent se passer à l'intérieur de la bibliothèque, parce qu'elle peut travailler le soir, il peut avoir de la musique, des théâtres, des signatures de livres, etc. Et c'est le mécanisme de faire la bibliothèque veut qu'on la retire un peu des activités internes de la bibliothèque. Et il faut savoir rapidement que pour une bibliothèque, il y a 3 choses importantes, et c'est des principes avec lesquels il faut travailler, c'est de séparer les circulations. C'est très important. Il y a la circulation du livre, la circulation du personnel et la circulation des usagers. Ils ne doivent pas se croiser, ils doivent se rencontrer seulement. Donc, voilà des schémas donc, pour chaque projet qu'il faudrait respecter. Si on construit un hôpital, c'est aussi, il a des principes d'hôpital et des choses, des invariants qui ne bougent pas. Donc, toute bibliothèque, voilà les invariants et des contraintes avec lesquelles il faudrait faire. Mais là, tout ce qui peut venir pour agrémenter une bibliothèque et faire de la construction, pour faire de l'architecture sans tomber dans la construction, c'est d'avoir justement un grand riad. C'est le grand riad. Là, vous avez la bibliothèque des chercheurs qui sont privilégiés. Nous avons 18 mètres entre les bâtiments de la médiathèque, donc tout ce qui est tech est là, des salles multimédia, pour passer à la grande salle de lecture à travers des passerelles hautes et basses. La bibliothèque, c'est aussi une succession d'espaces. Un espace ouvert, c'est la partie, la place, qui s'anime, qui participe aussi aux activités d'animation d'une bibliothèque, et ce sont des activités qui peuvent être externes. Et nous avons un espace semi-couvert, le premier espace semi-couvert, mais on est toujours à l'extérieur, mais c'est une préparation à se mettre en condition pour rentrer dans un espace aussi qui devient semi-public, mais un espace libre. Personne ne peut vous dire ou vous poser la question où vous allez. Vous êtes là, si vous demandez un renseignement, pour vous dire, soit vous passez à la salle de conférence, ou alors abordez le grand boulevard de la bibliothèque. À ce moment-là, vous passez sous contrôle et vous êtes dans d'autres conditions. Mais sinon, vous avez des expositions qui se passent dans le hall d'entrée, qui sont publiques, qui sont accessibles à tout le monde. D'autres qui sont beaucoup plus réservées lorsqu'il s'agit d'exposer des livres rares, des manuscrits ou des livres précieux. Comme vous pouvez le remarquer, la tour de la bibliothèque, ce qu'on a tout le temps appelé le coffre-fort du livre ou du patrimoine écrit au Maroc, c'est un espace fermé, c'est un espace qui préserve le patrimoine écrit du Maroc, et dans des conditions les meilleures et dans les normes aux normes qui répondent aux normes internationales. Il faudrait que je vous dise aussi qu'avec mon ami Abdelwahad architecte, nous avons pris le risque au niveau de ce concours
de nous mettre en hauteur parce qu'on n'avait pas le droit de monter à ce moment-là. Mais on s'est dit, bon, on va faire une tour aveugle et où on mettrait les livres, personne n'accéderait à cette tour et ça a marché. Donc on n'a pas été éliminé. Normalement, ça pouvait être une raison pour nous éliminer. Donc notre image de cette entrée, malheureusement avec des pots de plantes, des choses un peu que j'aurais pas trop été content de faire, de mettre ou d'agréer parce qu'avec des couleurs, des choses qui viennent un peu déranger. Un peu quelques aspects de la tour vus de l'intérieur du riad et on voit en face les passerelles de passage d'un corps du bâtiment à un autre. Le boulevard intérieur, là on est à l'intérieur même de la bibliothèque. À gauche, vous avez l'administration, les escaliers ou l'ascenseur pour handicapés. À droite, vous avez les salles multimédia. La salle de lecture avec les mezzanines, avec au fond le rayonnage en libre accès. Donc il y a deux façons d'aller consulter les livres, soit en libre accès, soit à la demande, dans des bancs là, ce sont les bancs de consultation. On vient, on demande le livre, on le commande et on l'a. Sinon, on peut aller directement au rayonnage. Une salle de multimédia avec ce jeu de screen. Vous avez bien compris que je considère que la villa pour un architecte est un exercice très très important. Parce que pour moi, la villa, c'est un laboratoire. C'est là où on exerce certaines choses. C'est là où on peut justement se permettre des libertés pour pouvoir exercer des choses. Et là, je reprends des choses. Vous avez les ouvertures, les rideaux à l'extérieur, etc. Ça, c'est la salle. Et je voudrais vous dire un petit mot, tout simplement, du plafond de cette bibliothèque. Vous savez, tout ce qui se passe ici, ce n'est pas des faux plafonds. C'est structurant. C'est des poutrelles. Tout ce qu'il y a en blanc, c'est des poutres. Mais il y a des retombées importantes et on a passé des lamelles de cèdre. Des lamelles de cèdre séparées pour laisser passer la ventilation parce que c'est là où se fait la reprise de la climatisation. Et vous voyez comment, avec les éléments structurants, on n'est pas en train de les cacher, tout au contraire, on les met en évidence et ils participent justement à la manière de calpiner le plafond. Là, c'est un plafond carrément, c'est pour les chercheurs, je disais, qui est carrément en bois de cèdre. La salle de conférence pour 240 personnes, ou 350, pardon, 350 personnes, c'est une salle aujourd'hui qui est prisée à 56 sur 356 jours par an. Là, un autre exercice, c'est toujours sur le thème de la bibliothèque, mais c'est à Casablanca. C'est un concours qui a été lancé en 2006 et ça concerne, là on est en vue plongeante sur Google de la mosquée Hassan II. Hein, c'est la mosquée Hassan II à Casablanca. Et vous savez qu'il y avait 2 corps de bâtiments fantômes qui sont restés vides depuis très longtemps. Depuis la construction et la livraison de la mosquée, il y avait 2 corps vides. On les a construits par l'extérieur et ils étaient vides, ces corps étaient vides. Et voilà un peu, c'est la mosquée Hassan II au fond, et c'est ce corps-ci et celui-là qui sont restés vides avec des hauteurs très importantes. Hein. Il y avait au moins 25 mètres ou 28 mètres de hauteur, et où il y avait 2 dalles, et le reste était que du béton à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a une architecture qu'on appelle islamique, on peut l'appeler arabisante, on peut lui donner des caractéristiques qu'on veut, mais c'est sûr que c'est une architecture avec un grand caractère, avec une volonté de vouloir lui donner un langage et une écriture très particulière. Il y a le travail des métiers d'art et des artisans marocains très valorisés, très, très présentes comme ça à l'extérieur, mais ça pose un problème pour un architecte lorsqu'il aborde ce problème, et je voudrais vous faire partager justement ce moment de difficulté d'être dans un lieu, il est vrai, il est là, mais auquel il faudrait qu'on apporte un témoignage du présent. Je ne pouvais pas non plus regarder l'avenir à travers un rétroviseur, mais être très présent.
je me suis livré à l'exercice d'introduire justement dans ce bâtiment, non pas du béton, mais tout ce qui a été rajouté, mais aussi des dalles qui ont été rajoutées pour combler quelques hauteurs. J'avais des fois 9 mètres de haut entre dalles, et il fallait que j'en profite. C'est une bibliothèque qui est consacrée aux jeunes, aux jeunes de, de 3 à 6 ans, de 6 à 12, de 12 à 15 et une partie adulte. Les 2 tiers de la bibliothèque est dédiée aux jeunes. Donc, après la livraison, c'est la galerie d'exposition de la bibliothèque. Vous voyez, on a introduit de la charpente métallique, des escaliers métalliques, tout ce qui tient. J'ai une dalle et vous voyez que les pieds, c'est des IPN qui tiennent une dalle plutôt métallique. C'est d'une pureté. Il est vrai que les ouvertures gardent leur arcature qui se fait par l'intérieur, mais un espace très épuré à l'intérieur. Et là, franchement, c'est une dalle qui a été rajoutée. Comme quoi, donc, on peut oser, on peut aller. C'est mes convictions à moi d'être dans cette architecture contemporaine avec des matériaux contemporains qui sont là pour pouvoir faciliter le travail. Le choix n'était pas un choix aléatoire, c'est un choix assez d'abord précis parce que il y a la légèreté du matériau. L'acier est léger. On n'allait pas mettre et de l'acier et du béton pour alourdir le bâtiment, quoique on avait des analyses très importantes sur l'état du bâtiment et de l'état de la structure. Les dalles étaient faites aussi en acier, hein, donc très 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 léger, et avec du béton cellulaire. La salle de conférence pour 200 personnes, on était obligé de la mettre à l'étage, c'est là où il y avait de la hauteur. Un autre projet, donc, comme je vous disais au départ, c'était une expérience que j'allais partager avec vous. Et encore une fois, j'étais dans une situation assez particulière à Casablanca sur le boulevard panoramique. Le boulevard panoramique, c'est le périph' de Casablanca et qui est en hauteur, hein, pour tous les Casablancais qui sont là. C'est le panoramique, comme son nom l'indique, regarde tout Casablanca. Et c'était pour moi une occasion justement pour confirmer cette situation de privilégiée. Donc je devais faire le bâtiment des Ciments du Maroc, la société Simon, excusez-moi, c'est pas pour faire de la publicité, mais voilà. Donc l'idée c'est quoi? J'ai vu le logo, j'ai parlé de ce logo, on m'a donné des explications à propos de leur logo. Et à partir du logo, je me disais, oui, bon, il y a le logo qui est circulaire. Je me trouve dans un boulevard circulaire et une situation assez privilégiée parce que je domine toute une partie de Casablanca à travers les vues que j'avais. Et tout de suite, ça m'a renvoyé vers un projet emblématique casablancais, c'est celui de la Villa Ronde de Evert. La Villa Ronde de Evert qui aujourd'hui un bâtiment incontournable que tous les visiteurs viennent scruter à Casablanca. Voilà comment mon choix s'est porté, c'est l'idée, comment il s'est porté sur un bâtiment circulaire et puis tout le reste, il faudrait assumer. Donc c'est un bâtiment c'est un bâtiment essentiellement bureau, donc le rez-de-chaussée, l'entrée, l'accueil, les ascenseurs, les circulations verticales. Et à l'intérieur, j'ai un atrium, mais circulaire à ce moment-là. Et au milieu de cet atrium, j'ai les salles de réunion. Donc, c'est une graduation de passage d'espace en espace par des lieux aussi ouverts, avec de la lumière, et qui peuvent assurer une ventilation pour les bureaux qui sont à l'intérieur. Donc ces bureaux-là, ils ont leur prise d'air et de lumière naturelle par l'extérieur, mais ceux-là, ils l'ont par la partie, disons, entre guillemets, court. Les étages courants, donc c'est toujours la même chose. Nous avons des circulations, donc
qui se font à l'intérieur avec des bureaux privilégiés, d'autres un peu moins privilégiés, mais moins nombreux, bien moins nombreux que ceux qui sont cette vue sur tout Casablanca. Nous avons une vue de 180 degrés avec des bureaux qui prennent l'air et la lumière de ce côté-là. Et il y a des passerelles, hein, qui nous emmènent vers le centre et le cœur du bâtiment. Donc une écriture très à l'horizontale, encore une fois très très casablancaise, dans un style qui peut être dérivé d'un style paquebot. Vous savez très bien que le style paquebot est né à Casablanca. Donc si vous voulez des références, ça serait l'immeuble Liberté, ce qu'on appelle vulgairement le 17 étages à Casablanca, que tout le monde connaît, et qui était presque, c'est un gratte-ciel, un gratte-ciel africain, le premier en Afrique. Là, nous avons une chose que je considère assez importante de vous la communiquer parce que on nous apprend beaucoup, on apprend peut-être de l'architecture et de la construction dans les écoles d'architecture, mais on est confronté, on va être tous confrontés. Maintenant, en Europe, c'est le cas à Paris ou ailleurs. Les architectes font beaucoup plus de la réhabilitation, de la restructuration que de la nouvelle construction. Et aussi au Maroc, aujourd'hui, on y arrive parce que là, je vous présente le cas de la Villa Rouge à Casablanca pour tous les Casablancais ou ceux qui connaissent. Elle flotte un peu dans l'espace parce qu'elle est rouge. Peu de constructions sont rouges. Et là, tout de suite, elle a pris le nom de Villa Rouge. Elle appartient à une des institutions financières de la place. Et l'idée de faire peut-être un musée conjugué à des bureaux. Donc, on m'a confié la réflexion pour réfléchir à faire d'abord de la réhabilité et d'en faire quelque chose. Moi, je défends le patrimoine. J'ai une association Casa Mémoire pour la défense du patrimoine. Laissez-moi vous dire que nous dans notre association, nous disons et nous croyons fermement que le patrimoine, ce n'est pas quelque chose qui doit être figé. Le patrimoine, c'est quelque chose qui doit vivre, revivre et retrouver une seconde vie. Les bâtiments ne sont pas faits que pour être là. Ils doivent participer aussi à se mettre dans un circuit économique rentable. Hein. Donc, il faut pour que le bâtiment reste, qu'on préserve le patrimoine, il faut qu'il soit aussi quelque part rentable. Donc, c'est dans ce sens que j'ai abordé la Villa Rouge. Donc, cette villa dont vous avez vu au départ l'existante, donc c'est celle qui est en haut là. Elle est comme ça aujourd'hui, elle est assez délabrée de l'intérieur. Donc il y a l'idée de faire une salle de conférence en sous-sol, hein, dans la partie jardin. Je ne touche pas le bâtiment, je le laisse. Et par l'arrière, je rajoute des surfaces exploitables en bureau ou alors en musée, parce que les 2 premiers étages seront dédiés à des salles d'exposition de cette institution financière. Les étages seront dédiés à des bureaux. Mais ce qu'il faudrait voir, c'est que la maison a retrouvé un écrin. Hein, je la mets dans un écrin, dans un espace lisse et une façade qui s'estompe. La villa est toujours là, elle n'est pas dérangée, on ne la touche pas, mais elle se retrouve dans un écrin. Et c'est le seul moyen de convaincre le propriétaire justement de la réhabiliter, sinon elle est destinée à être démolie. Donc, vous savez, on est en plein centre-ville de Casablanca, dans un endroit où la spéculation fait rage, spéculation immobilière, et le terrain quand même il fait 2000 m², et c'est un îlot de 4 façades. Et vous savez, les banques, hein, comment ils réfléchissent, ils veulent rentabiliser le foncier. Ce qu'il y a dedans ne les intéresse pas. Alors c'est là où il faudrait justement leur présenter des projets séduisants sur le plan économique, sans toucher bien sûr le patrimoine. Voilà un peu comment on voudrait faire
pour pouvoir les convaincre. Le projet, aujourd'hui, est en gestation, en réflexion. Pour finir, j'aimerais vous faire partager et vous parler du Grand Théâtre de Casablanca, dont j'ai l'honneur de le réaliser avec un des plus grands architectes, prix Nobel d'architecture. Je voudrais citer mon ami Christian de Portzamparc. C'était un concours international qui a été organisé en 2008 et qui regroupait les meilleures équipes du monde. Donc ils ont demandé, enfin le maître d'ouvrage a voulu que ce soit les meilleurs. Donc ils ont invité Christian Portzamparc, Rome Koolhaas. Je pense qu'on fera une bonne équipe. Vous savez très bien que Christian de Portzamparc est né à Casablanca. Et on se trouve sur une situation assez délicate qu'il faut traiter avec beaucoup de doigté. Donc c'est la place Mohamed V de Casablanca, avec le tribunal de 1927, avec le consulat de France fait par la Prade en 1924, avec la wilaya de Casablanca 1936, concours gagné par Marius Boyer, et la place d'Armes, la poste de Casablanca par la forme 1912, un des premiers bâtiments publics au Maroc, c'est la poste de Casablanca, et Edmond Briand, 1900, je pense, 38, la Banque du Maghreb, et le terrain sur lequel on devait projeter de faire le théâtre. La place Mohamed V avec la fontaine qui fait aujourd'hui parler d'elle. Et nous avons le théâtre. Donc c'est un dessin qui a été présenté au concours. Donc le théâtre de Casablanca, la place et le déplacement de la fontaine sur le square de la wilaya et du tribunal. Vous savez très bien que dans cette partie-ci de cette grande place, donc vous avez le parc de la Ligue arabe, l'agence urbaine de Casablanca. Derrière, c'est le terrain cible pour pouvoir construire le théâtre. Et là, nous avons l'ancien théâtre de Casablanca. Casablanca a eu un théâtre, donc qui a été construit en 1927 et démoli en 1984, je pense. Malheureusement, encore une fois, on démolit des choses à Casablanca. Il n'y a pas eu que ça. D'ailleurs, en parenthèse, notre association Casa Mémoire est née suite à une avalanche, une hémorragie de démolition. Et on est arrivé quand même à stopper quelques-unes de ces démolitions. Plus rapidement, donc l'implantation de théâtre dans le sud, donc sur le site, il avance avec des corps très indépendants. Et nous avons les plans de ce théâtre avec 4 salles de théâtre, avec une porte monumentale, avec une grande porosité. Donc tout ceci, ce sont les entrées du théâtre. Lorsqu'on est dans cet espace-là, ce qu'on appelle un peu la médina culturelle, avec des falaises, avec des passages, c'est des éléments et des corps qui montent, qui se mettent en torsion, qui se retournent pour justement assurer la pénombre et justement éviter par le vitrage qui va être dans le plafond qu'il y ait des effets de serre. Donc là, toutes les pénétrations se font par ces portes, mais aussi cette porte, lorsqu'elle est ouverte, elle devient une porte d'entrée, mais aussi une porte de scène. Donc toute la scène pourrait se faire, il y a des scènes qui se font à l'extérieur, mais à l'intérieur, lorsqu'on a traversé, il y a des cafés, il y a des boutiques, c'est toute une animation qui se fait. Et elle est publique, on est toujours en espace extérieur ici, quoique couvert, mais qui nous renvoie vers la grande salle de 1800 places. 1800 places. Et là, nous avons le grand foyer pour contenir les personnes lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils sortent, avec des entrées vers le premier, le deuxième, troisième balcon, etc. Avec un fond de scène important. La scène, elle est là, elle fait 14 mètres de profondeur, avec des cages de scène de substitution, c'est-à-dire que c'est des tiroirs pour pouvoir glisser des
des décors. On a des décors sur roulette. On a une pièce, il y a un acte, il y a un opéra. On peut le pousser d'un côté et retirer l'autre. Et on a tout de suite un changement de décor qui se fait en 5 minutes. Et c'est comme si c'est une magie qui s'opère. D'ailleurs, l'opéra, d'ailleurs les théâtres du 19e siècle étaient... toute la partie importante, c'était la scénographie, comment on mettait en scène cette magie qui allait s'opérer en quelques heures à l'intérieur. Et donc, toute ce savoir-faire que mon associé avait, parce qu'il avait déjà réalisé plusieurs opéras, j'en suis à ma première, c'était presque un transfert de savoir. J'étais très heureux d'être là et d'être présent à la genèse et d'un projet. Je l'ai accompagné. C'était l'occasion pour moi d'apprendre, j'ai appris. Et c'est de comment arriver. Son souci n'était pas comment les gens allaient arriver, son souci était comment les techniciens, ceux qui créent le spectacle, ceux qui mettent le spectacle au service des spectateurs, allaient être d'abord à l'aise, épanouis, tranquilles, pour pouvoir assurer un bon spectacle. Et c'est ce spectacle, lorsqu'il est bien assuré, qu'on met à l'aise le spectateur. Et c'est par là que justement, on a commencé, comment on pouvait arriver, comment le décor arrivait. Il n'y a pas de hauteur, c'est-à-dire tout était à l'horizontale. Donc le décor arrive, ou les installations, ou les baffes, ou le matériel arrivé, il y a un débarcadère, les portes s'ouvrent, soit on va dans cette salle, soit on vient dans celle-là, celle-ci, ou dans cette salle-là. Donc ça distribue des 4 salles. La première salle, c'est la plus importante, 1800, des congrès polyvalentes. Le théâtre, de 700 personnes. Le théâtre des enfants, hein, qui peut prendre jusqu'à 200 personnes. Et ça sert aussi de lieu de chauffe pour les musiciens. Les musiciens, avant de jouer, il se chauffe, il prend ses repères, ils accordent leurs instruments avant de rentrer faire leur présentation. Et là, nous avons un théâtre qui peut être un théâtre de dimanche ou un théâtre de répétition pour les associations, etc., qui prend 400 places. Là, nous avons ces corps très importants, c'est les boutiques, c'est les administrations, c'est les bureaux et les administrations, mais aussi des bureaux pour les associations. Nous avons le restaurant, le café au rez-de-chaussée qui se prolonge sur la place. Donc, on occupe la place. Là, la billetterie, les guichets et tous les services. Au besoin, des voitures peuvent circuler et rentrer et sortir. C'est un lieu qui devient un lieu d'événement. Il peut y avoir des expositions aussi là que dans cette porte qui fait écho à la porte du tribunal. Et franchement, avec Christian, lorsqu'on était, parce que j'étais là, je ne voulais pas les lâcher, j'étais tout le temps à Paris, ça se faisait là-bas, mais j'étais tout le temps, je prenais l'avion mercredi, jeudi, vendredi, j'étais à Paris pour travailler toutes les semaines jusqu'à ce que le projet soit sorti. Et ce pavillon-là, pour ceux qui connaissent, ça, malheureusement, je n'ai pas mis la photo, c'est le pavillon de la foire de Casablanca qui était une pyramide renversée. Pour ceux qui connaissent, c'est un travail de Zévaco. C'est une réalisation de Jean-François Zévaco, qui est très très belle, magnifique, qui a été aussi démolie. Et j'en ai parlé à Christian, et tout de suite, il me dit, Rachid, sors-la moi, sur Internet tout de suite, bien sûr, on l'a sorti. Et vraiment, ce pavillon, c'est un pavillon qui rend hommage au pavillon de Zévaco de la foire de Casablanca. Enfin, les étages, donc comment ce foyer se prolonge, comment les passages se font par des passerelles pour aller d'un corps de bâtiment à un autre, pour les administrations, pour les bureaux, pour les restaurants. Il y a un restaurant panoramique, donc ça se relaie à l'étage. Les images de ce théâtre à l'intérieur, rien ne se fait d'une manière aléatoire parce que effectivement toutes ces torsions, cet entrelacement de cet revêtement façade est dicté par les scénographes et aussi et surtout par
les acousticiens. On a été accompagnés par des scénographes et d'acousticiens, et c'est eux qui nous donnent un peu les inclinaisons à donner au mur pour pouvoir assurer une réflexion par rapport à la vitesse du son pour arriver dans des temps sans qu'il y ait d'interférence aux spectateurs et qu'il n'y ait pas... c'est-à-dire que lorsque les orchestres philharmoniques jouent, ça joue sans amplificateur. Donc toute la question des théâtres, comme au théâtre romain par exemple, l'acoustique est très très importante et ça conditionne la forme. Il y a des dimensions et des profondeurs de salle à ne pas dépasser pour pouvoir justement assurer cette bonne acoustique. Les salles, les balcons, on a été dans des balcons un peu comme un peu à l'ancienne, au 19e siècle. Les gens allaient au théâtre pour se montrer, pour être là, pour dire qu'ils sont présents. Ils sont au balcon, ils sont vus par tout le monde, ils ne se confondent pas. C'est un peu des places d'aristocrates. Ce n'est pas le but, mais il est vrai que c'est confirmé maintenant. Toutes les salles à fer de cheval sont les meilleures pour les acousticiens, ça leur donne moins de soucis. Le théâtre de 700 places, les vues extérieures, donc cette porte qui s'ouvre, qui se ferme, c'est une porte monumentale qui fait 17 mètres de haut et qui a tout un mécanisme pour pouvoir s'ouvrir. On avait un souci important par rapport à la place, donc au fond nous avons la résidence Lyoté, une résidence à 10 étages, et justement le bâtiment et le premier corps vient en amortissant justement cette hauteur pour venir la baisser, la travailler, une émergence assez rapide qui donne un corps assez important avec une situation de corps qui rentre dans l'écriture un peu galbée et un peu des bâtiments qu'on connaît à Casablanca, tel celui des Ben Dayan ou alors l'immeuble Liberté, avec cette sensualité dans l'écriture et dans le geste architectural. Le théâtre le soir, lorsqu'il y a une activité, donc les portes sont grandes ouvertes et ça permet d'avoir des concerts de rock ou autres, de grand public, rap, etc. Je voulais vous parler aussi, et finalement, de la place Mohamed V et de son aménagement, parce que aussi on a la charge de pouvoir l'aménager. Moi, je voulais vous montrer ce slide pour vous dire que, justement, la fontaine de Casablanca, qui suscite beaucoup de problèmes et de discussions et qui a fait couler beaucoup d'encre, n'est pas à sa place. N'est pas à sa place actuellement. Et c'est une bon. Je voulais revenir. Voilà. Donc, voilà. Là, elle était dessinée dans le petit square au départ, en 1965. Par la décision d'un gouverneur, donc, qui était militaire, il a décidé de la mettre sur la place, pour occuper la place. Au moment où à Casablanca, on démolissait des bâtiments, on voulait aussi bannir les places, parce que à ce moment-là, ils n'étaient pas très heureux de se regrouper. Un théâtre, les arènes, ils ont été cassés, mais la place Mohamed V, on ne pouvait pas la casser. Il fallait comment faire la démolir? La meilleure façon de la démolir, c'est de l'occuper. Donc, pour pouvoir l'occuper, on a déplacé, on devait avoir une fontaine. Dans le square, on l'a déplacé et elle a occupé la place. Et depuis le 1er mai, qui partait de la place Mohamed V, ne part plus de la place Mohamed V, il a été déplacé à la place Zlaqa. Mais le sens géométrique, tel qu'il a été dessiné au départ par Bassiano, voulait mettre justement un foyer, un point foyer qui vient de la caserne qui est en biais, le consulat, la porte de la mahkama, donc le tribunal, la porte de la wilaya qui fait écho à la porte de la Banque du Maroc, faisait qu'il y a un point où cette fontaine pouvait être aussi visible de la place
des nations est visible très tôt, alors que l'emplacement actuel, il est là, il faut être à la place pour voir la fontaine. Donc, elle ne joue pas son rôle de repère urbain. Donc, on se propose de replacer la fontaine à sa place initiale pour la question du patrimoine et l'affection des Casablancais à cette fontaine. On reproduit presque la même fontaine, mais on crée une fontaine sèche sur l'ancien emplacement et on se propose de faire un aménagement, un dallage, le même revêtement et avoir un espace uni et unifiant. La place pendant un événement, la place avec la fontaine déplacée dans le square et la fontaine sèche. J'espère avoir été clair, j'étais ravi et merci. Merci. J'ai pas été long. Non, merci pour cette belle présentation et pour ces beaux projets qui marquent nos villes. Je n'ai pas évoqué votre côté militantisme au patrimoine, mais quand on observe, on écoute vos témoignages par rapport aux inspirations, on voit on sent le patrimoine, même si on a un habillage d'une architecture contemporaine, disons moderne. Et je crois que peut-être vous allez me dire non, est-ce que c'est volontaire cette inspiration au patrimoine, surtout moderne? C'est peut-être une hypothèse. C'est au patrimoine, disons, au mouvement moderne du XXe siècle, où c'est volontaire, où c'est spontané, disons, cet amour vers le patrimoine qui vous conduit à ces inspirations. Tout au départ, je vous ai dit que, justement, cette double culture dont j'ai joui, j'étais entre le quartier Mère Sultan, j'étais entre le quartier européen, les Habous de Casablanca, c'est cette double culture d'abord qui m'a appris beaucoup de choses. J'avais des voisins de différentes croyances. Donc, j'avais des chrétiens, j'avais des juifs, des musulmans, on était tous là. On ne savait pas qu'il n'y avait même pas une différence entre nous. Et on était là, on était ensemble. Donc, c'est une imprégnation déjà. C'est des inscriptions des choses dans les gènes. On a ça dans les gènes. Donc, ceci nous a permis facilement d'accéder à d'autres mondes, donc de ne pas être exclusif, de ne pas être dans une espèce de concept d'exclusion ou d'extrémisme, tout simplement. Donc, on était dans presque l'ouverture, on pouvait éponger d'autres opinions, d'autres mondes et d'autres consciences. Et je pense que lorsqu'on a fait des études d'architecture et on a vu ce que c'est que la ville, lorsqu'on a étudié la ville, on étudie aussi l'histoire. Et on se met dans cette histoire. On voit que si on va... Il me paraît aujourd'hui incongru, ou des choses qui peuvent se passer chez nous en disant, voilà, je peux construire une mosquée avec un style almohade, ça ne dérange personne. Imaginez qu'on va en France, en Allemagne ou en Espagne et qu'on construise une église gothique aujourd'hui. Imaginez. Une église gothique. Mais c'est impossible, c'est pas possible. On ne peut pas. L'architecture dénonce, révèle ce qu'on cache dans notre inconscient, même ce qu'on n'a pas envie de le dire. Lorsqu'on fait le geste architectural, on se dévoile. Il n'y a pas plus dénonciateur que l'architecture pour un architecte par rapport à ses arrière-pensées et à ce qu'il pense. Il peut être moderne, il peut avoir un discours moderne. Une fois qu'il touche le crayon, il va sur le papier et qu'il nous livre une œuvre. Son œuvre le dénonce, s'il est vraiment moderne ou pas, s'il est en contradiction avec son discours ou pas. C'est ça le danger de l'architecture. Et je pense, lorsque on fait un tour, j'espère que tout le monde aura l'occasion, parce que je pense que c'est la Mecque pour les architectes, d'aller à Weimar, d'aller en Allemagne, d'aller voir le Bauhaus, le berceau de la naissance de la modernité, et de voir ce qui a été fait, ce qui a été construit. Un bâtiment comme l'hôtel d'Anfa pourrait être un des bâtiments à Dessau. Donc,
C'était grande école d'architecture créée par Gropius ou enseigné un des plus grands architectes du 20e aussi, c'est Mies van der Rohe, peut-être le plus grand, et voir ce qui a été fait dans les années 20. C'est extraordinaire, c'est intemporel, et on se dit, bon ben, on est dans le vrai si on s'inscrit dans cette démarche architecturale tout simplement. Merci. Alors, j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui? C'est encore timide. De toute façon, je voulais... Oui, une question? Oui? Bonsoir. Bonsoir Madame Nelly. Bonsoir. Bonsoir. Je vous félicite d'abord pour votre présentation, pour le que vous avez réalisé. J'essaie d'être par rapport au projet de la Bibliothèque nationale. Vous avez dit que vous avez pensé le projet par rapport à son environnement, en prenant en compte les deux axes, vers l'axe de l'Overloir et l'axe du jardin d'essai. Sauf que si on se promène aujourd'hui du jardin d'essai, oui, il y a une liaison visuelle, c'est-à-dire qu'on regarde, il y a une perspective qui a été respectée, la tour est dans l'axe, sauf qu'il n'y a pas de liaison. C'est-à-dire que si on marche au début de la zone de Nas, si on marche devant cet axe du jardin d'essai, on bute sur un mur, un voile en béton. Et la liaison n'est que visuelle. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas opté, vous trouvez opportun d'avoir un lien mais physique, c'est-à-dire qu'on puisse pénétrer vers la bibliothèque et par la bibliothèque vers les jardins du Belvédère en continuant sur Non, merci pour la question. Il est vrai, ce que vous avez dit, enfin, la volonté première, c'était d'avoir une référence importante pour ceux qui connaissent Paris. Vous savez, quand vous êtes à la pyramide du Louvre, la pyramide vous renvoie à l'opéra. L'opéra vous renvoie à la Madeleine. La Madeleine vous renvoie à la Concorde. La Concorde vous renvoie aux Champs-Élysées, à l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe vous renvoie à l'Arche de la Défense. Et vous voyez comment cette ponctuation dans l'espace, on ne peut pas se perdre à Paris. C'est impossible. Et justement, une ville avec une entité, c'est une ville qui a des repères. Et il est vrai que nous avons le mausolée à Rabat, nous avons la tour Hassan, nous avons le Bouregreg, nous avons la place Piété, nous avons des éléments forts. C'est ce qui fait de l'urbanisme, justement. Nous avons voulu participer, justement, et ne pas rater l'occasion de mettre en valeur la bibliothèque qui est une des premières bibliothèques du Maroc, la première bibliothèque du Maroc. On l'attendait, cette bibliothèque, depuis longtemps. On a quelque chose à conserver. C'est le plus important, ce n'est pas le bâtiment lui-même. C'est ce qu'il va conserver et les conditions dans lesquelles la conservation va se faire. C'est ça ce qui est le plus important. Maintenant, cette tour, parce qu'il y a des tours, il y a plusieurs minarets. La tour Hassan, des minarets, des choses, mais on voulait avoir le minaret du savoir. Et c'est très important. Il y a le minaret pour religieux, on respecte, c'est très très bien. Mais aujourd'hui, on en a besoin d'autres minarets comme celui de la bibliothèque. C'est ce savoir. Et je considère que c'est les futures et les prochaines mosquées. Ce seraient des bibliothèques qui nous permettent d'aller plus loin dans notre savoir et entretenir notre savoir. C'est ce dont on a, je pense, besoin. Et c'est mon avis. Quant maintenant à devoir faire justement un projet où on rentre, on ne bute pas sur le mur. Moi, la liaison, elle est, comme vous l'avez dit, visuelle. J'espère qu'un jour, la promenade pourrait nous mener vers la tour.
Mais quand on est au pied de la tour, on est là au pied du coffre-fort, comme je vous l'avais dit, d'un bâtiment qui est présent, où, qui, où on ne peut pas pénétrer, certes. Maintenant, quitte à faire l'entrée par là, aborder la bibliothèque par là, c'est un choix. C'est un choix qu'il faudrait assumer. Pour pouvoir le réussir, il faut réussir tous les mécanismes qui viendraient après pour le valoriser, pour valoriser la bibliothèque, pour lui donner un sens, lui donner une logique et pouvoir faire un objet qui fonctionne. L'architecture qui ne fonctionne pas, c'en est pas une pour moi. Ça, c'est un avis. C'est-à-dire l'architecture doit être une mécanique, une machine qui fonctionne au service de l'homme. C'est ça ce qui est important. Peu importe de l'entrée où est-ce qu'elle peut être, nous, notre conviction était de dire un jour, le stade de football va disparaître. C'est deux fonctions qui ne marchent pas ensemble, le football et la bibliothèque. Moi, j'aime beaucoup le football, mais peut-être qu'un jour, il faudrait penser à ce que cette esplanade se prolonge jusqu'à Bab el-Oued. Et dans le temps, je pensais qu'on pouvait, à la place de stade, mettre un musée. Pourquoi pas? Surtout pas de construction, surtout pas d'habitation, mais encore un équipement culturel qui viendrait renforcer et consolider notre culture et notre vraie entité. Merci. D'autres questions? Oui. Oui. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue chez nous et tout. Je voulais parler du côté patrimoine. Vous avez parlé de préservation de patrimoine et de faire revivre les habitations et les bâtiments. Et j'aimerais savoir comment va-t-on procéder pour faire revivre un bâtiment dont la fonction première sera différente de celle qu'on va créer. Comment vous faites pour créer une nouvelle fonction pour un bâtiment qui a été destiné pour une ancienne fonction? Merci. Un début d'un processus. Comment conserver le patrimoine? D'où est-ce qu'on peut lever les fonds pour conserver un patrimoine qui est en train de se délabrer à vue d'œil, sous les yeux, sans qu'on soit capable de faire quoi que ce soit? La seule manière, c'est d'injecter de l'argent, c'est d'avoir des fonds pour pouvoir venir. Casablanca, qui est une ville, et comme d'autres villes, Rabat ou Marrakech ou ailleurs, il y a un patrimoine énorme. Et ça coûterait très cher et ça ne peut pas être parmi les priorités aujourd'hui qu'on est en train d'attaquer les bidonvilles, par exemple. De dire, allez, on va mettre de l'argent pour sauver tel ou tel immeuble. J'aurais souhaité que cela fasse. Mais à nous aujourd'hui de voir les mécanismes et la manière de lever des fonds pour pouvoir venir en aide de ce patrimoine riche et qu'on doit sauvegarder et préserver. La protection pourrait venir aussi du fait de lui changer la vocation. Si on prend un cas, je suis obligé encore une fois de le citer, ce n'est pas pour faire de la publicité, et pourquoi pas dans ce cas-là, je voudrais bien, c'est la Villa Zevaco. La Villa Zevaco qui était une Villa Suissa, qui appartenait à Marcel Cerdan, donc une histoire assez chargée. C'est une maison chargée d'histoire et qui était unifamiliale et qui devient aujourd'hui un des lieux les plus fréquentés par les Casablancais. C'est un café avec un jardin, avec une belle terrasse. Et ça devient plus, au-delà de tout cela, tout le monde l'appelle Villa Zevaco, du nom de l'architecte, et ça m'agrée, j'en suis assez content, très content même. Et le point de rencontre, et c'est devenu un café, pâtisserie, café, boulangerie, mais ça marche très très bien. On n'a pas touché la villa. Aujourd'hui, pour tous les amoureux du patrimoine ou des œuvres de Zevaco, ils peuvent aller la visiter et les rester à l'identique. Il y a eu des rajouts, mais c'est des rajouts qu'on pourrait à tout moment enlever. C'est des rajouts en métallique, mais qui ne tiennent pas dans la superstructure de la villa. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le combat, justement, de tous ceux qui veulent préserver le patrimoine, c'est de pouvoir, même quitte à lui changer de vocation, que le bureau ou l'habitation devienne bureau, ou le bureau devienne hôtel,
qu'on l'intègre dans un circuit économique rentable. Je suis très heureux que Marie Feuillet, l'hôpital militaire de Rabat, devienne un hôtel. Et il va devenir un hôtel. Et c'est la meilleure manière de le sauver et de le sauvegarder. Et j'aimerais bien être là pour voir que ce beau monument de l'architecture de Rabat du début du siècle dernier soit sauvé et qu'il y ait un hôtel qui viendrait le valoriser et le sublimer. On vous remercie d'être là et j'ai une question qui se pose avec acuité. Comment intervenir et attribuer dans le développement rural avec une perspective architecturale? Merci. Il est vrai. Hein? Un ouvrage. Non, ça, au niveau du milieu rural, il y a tout un problème donc, qui est lié à l'aménagement du territoire, à comment tramer le territoire d'une manière rationnelle, intelligente, pour fixer le rural dans son milieu. C'est pas à travers, je ne sais pas si vous connaissez Hassan Fathi, et le travail qui a été fait à Al-Gourna, en Égypte, et la manière... Bon, il s'est trompé parce qu'il s'est trompé de cible, de population. Donc, il avait affaire à des pilleurs. Au Maroc, une chose comme ça aurait marché. Pourquoi? Parce que le Marocain est lié à la terre. Et le Marocain sait travailler la terre. Et justement, ce type de projet architectural construit d'autoconstruction avec des matériaux locaux, avec une connaissance de technique du travail local sans avoir fait appel à une capitalisation extérieure. Tout se fait localement. C'est justement une manière de valoriser le territoire à travers un schéma d'armature, ce qu'on appelle les schémas d'armature rurale, les schémas d'armature ruraux. Et un travail très fort a été fait. Je vous renvoie à lire Paul Pascan, qui a travaillé là-dessus, un des grands sociologues malheureusement disparu, marocain, qui avait travaillé sur le milieu rural et qui avait fait des ouvrages très intéressants donc, à ce sujet-là. Nous ne demandons pas d'être performants au niveau de l'architecture, on ne demandera pas à Zaha Hadid de venir construire dans le milieu rural, on demandera des constructions intelligentes, fonctionnelles, rapides, pas chères, sous forme de construction qui peut accueillir justement des coopératives. Essayer de trouver des mécanismes à attacher et rattacher l'homme à la terre, au territoire. C'est une chose importante. Moi, je suis toujours admiratif devant les systèmes de kibbutz. Comment on peut fixer des hommes sur un territoire, même s'ils viennent d'ailleurs. C'est toute la politique d'Israël pour pouvoir fixer des hommes et des femmes qui sont venus ailleurs à un territoire, et ils ont créé même au-delà du territoire des liens d'affectivité et d'histoire. Et ça, c'est superbe. Et je pense que c'est une bonne leçon pour pouvoir l'appliquer sur le milieu rural, même au Maroc, sans avoir aucun complexe. Je prends une dernière question, parce qu'elle en avait pour les étudiants, oui. Elle est déjà partie. Vous allez revenir à pied, alors. Oui. Bonsoir. D'abord, on a l'honneur de vous accueillir ici à Victoire-Ailleurs aujourd'hui. Vous êtes président de l'association Casamémoire qui défend le patrimoine casablancais. Alors, comment réagissez-vous face au déplacement de la fontaine de la place Merci. Alors, je vous ai raconté l'histoire. Hein. Je vous ai dit qu'elle ne devait pas être là d'abord. Et puis, ça fait partie du mobilier urbain. On peut quand même la déplacer. Donc, les Casablancais ne vont pas perdre leur fontaine. Pour une fontaine, ils auront deux. Hein. Vous avez vu qu'il y a une fontaine sèche. Donc, la mémoire est préservée et gardée. Là, c'est effectivement assez douloureux. Mais on ne perd pas la fontaine, mais on gagne une place, surtout. Parce que si je vous repasse les images, vous allez comprendre que cette place n'a jamais été... elle a été cannibalisée, soit par... parce qu'il n'y a pas de place. C'est dommage qu'une ville aussi grande, aussi importante que Casablanca, avec 5 millions d'habitants, qu'il n'y ait pas de place. Moi, je vais vous dire,
Je vais vous dire tout de suite, de vous donner la preuve que la place n'existe pas, qu'elle a été démolie. Vous avez cette place, bon, il y a le théâtre ici, je préfère vous donner une image où il n'y a rien. Voilà, je vous explique. Là, c'est la place Mohamed V, ça c'est le square. Moi, je propose de déplacer la fontaine là, parce que, vous savez, quand il y a 100 personnes, on dit que c'est comble. Tout Casablanca est là. Mais au fait, ils sont là. Ça, c'est planté, ça, c'est planté. Ça, c'est des parkings voitures et ça, c'est planté. Montrez-moi où est-ce qu'elle est la place. Il n'y a plus de place. Il n'y a pas de place. La place, c'est un espace vide. C'est du minéral, c'est pas du végétal. On ne peut pas dire que ça, c'est une place. Le parc de la Ligue arabe, c'est pas une place, c'est un parc. Et là, il y a de la plantation. On peut pas y accéder. Là, on ne peut pas y accéder parce que c'est des plantations. La place, c'est un espace libre. C'est un lieu de concertation. C'est un lieu de rencontre, d'échange. Et j'aime le mot en arabe. La place en arabe, ça s'appelle le mishwar, le lieu de la concertation. Al-mishwar, ou la place. Nous, on vous attend. On va Sultan. Allez, allez. Merci infiniment. Je voudrais dire à quel point je suis heureux d'être dans cet espace, dans ce nouvel espace de l'architecture, et à quel point aussi notre pays a besoin de multiplier ses expériences, de multiplier ses territoires de réflexion sur les établissements humains, sur la poésie de la ville, sur les convictions de territoire. Et il est heureux que, il me semble que c'est la première conférence, c'est Rachid, avec lequel je partage au quotidien tant de choses depuis de très nombreuses années. Et je m'adresse à vous essentiellement pour vous inciter au travail, au quotidien, pour poser votre regard de manière systématique sur tous les murs, sur tous les espaces, sur tous les sols, sur toutes les élévations qui vous entourent. Apprenez à regarder. Soyez d'une extrême curiosité sur tout ce qui vous entoure, sur toutes les couleurs qui vous entourent, tous les supports, les arbres, tous les voisinages, tous les sons, tout ce qui caractérise et fait dans l'addition la qualité d'une ville ou certaines formes d'agression que nous subissons dans différentes situations. Je pense que vous êtes amenés à faire le plus beau métier du monde. Parce que c'est un métier à la fois de rêve, c'est un métier de conviction, c'est parfois un métier où les désillusions, les déceptions sont très fortes, et parfois les bonheurs sont immenses. Et nous avons cette responsabilité énorme qui est de construire pour les autres, quel que soit l'acte sur lequel agit ou entreprend l'être humain, nous sommes derrière, par la magie d'un trait, par la magie d'une écriture, par la magie d'une protection. Donc comprenez que vous devez être en alerte intellectuelle constamment. Je vous en conjure, considérez que vous faites un métier où la responsabilité est très forte et qu'un jour, des Rachid Andalusi, il en sortira un certain nombre au Rachida, la compensation. Et en cela, je profite du fait que Rachid est un homme interpellé par le patrimoine. Il a beaucoup agi dans ce domaine
dans un des terroirs universels les plus féconds, la ville de Casablanca. Aujourd'hui, nous essayons d'intégrer cette expérience à Rabat par la création de l'association Rabat Salé Mémoire. Je vous invite, si vous pouvez être des élèves tôt dimanche prochain, à participer à une virée, une visite que j'aurai le plaisir de partager avec vous, avec d'autres étudiants de l'École nationale d'architecture, avec Rachid, s'il veut bien se joindre à nous. Et le rendez-vous est pris à 9 h du matin à l'École d'architecture de Rabat, où on fera un débat groupé. Si Ahmed Zbar, merci de nous accueillir et puis de mettre à la disposition de vos troupes les moyens de locomotion nécessaires pour partager ces moments où vous verrez la ville de Rabat. C'est une chance pour vous, en tant qu'étudiant, d'avoir ce territoire parce qu'il est pluriel. Il y a toutes les stratifications historiques de l'élaboration d'une ville, من المدينة القديمة إلى عدد ديال المراحل التاريخية اللي غيمكن لكم تستنتجوا منها الخبرة والإبداع ديالكم. الله يعاونكم. Merci Monsieur Benadla, notre grand architecte, pour ce beau témoignage. Je crois que par rapport à l'architecture, au métier, et qu'on aura le plaisir d'accueillir le mois prochain. J'espère que vous n'avez pas changé d'idée. En tout cas, avant de clôturer, je vous remercie votre présence. Je remercie aussi tout l'ensemble des collègues architectes et confrères qui sont là, les étudiants, professeurs de l'ENA. Et bien sûr, je remercie M. Endelussi qui nous a honorés par votre présence. Et le mot à M. Zbar, vice-président des affaires académiques qui chapeaute toutes les formations de l'UR et qui est là pour nous aider à avoir un débat aussi riche en parallèle de la formation. Merci. Merci Iman. Bonjour à tous. À votre nom, au nom de président de l'UR, à mon nom personnel, je voudrais remercier Sarachid pour sa disponibilité, pour son discours. Je connaissais Rachid depuis pas mal d'années. Ce qui est important, je pense, vous avez tous compris que dans l'acte d'architecte, il n'y a pas uniquement l'aspect technique, il y a également une lecture philosophique et une lecture culturelle. C'était pas, moi je suis de formation ingénieur, c'était pas mes idées il y a quelques années. J'ai changé quand j'ai côtoyé un architecte qui nous a fait également le plaisir d'être là, c'est Fikri Ibn Abdallah. J'étais à l'époque directeur de la Maison du Maroc à Paris et c'est lui qui a fait la rénovation de la Maison du Maroc. J'ai eu pas mal de discussions avec lui et je me suis fait à l'idée qu'il y a probablement, certainement deux types d'architectes. Il y a l'architecte technicien, il y a l'architecte philosophe. Et j'ai compris effectivement que l'architecte philosophe, quand il relie son œuvre future à son contexte, à son histoire, à son identité, à l'identité nationale partagée par tous, je pense, on a vu les œuvres, je pense cette conviction partagée par ces Rachid, par ces Fikri, je pense que c'est pour ça qu'ils travaillent ensemble. Et je me posais toujours la question, comment ça se fait que deux architectes, chacun a une vision qui est la sienne, pouvaient effectivement trouver un terrain, une vision commune avec un autre architecte. La démonstration, vous l'avez ici. C'est Rachid qui a fait la présentation. C'est Fikri Allah qui m'a fait le plaisir personnel d'être là. Et je pense qu'il n'est pas là pour moi ni pour Iman, il est là pour vous. Et je pense que c'est Rachid et Kalmou qui sont là pour vous. Donc vous êtes, comme l'a dit Fikri, vous êtes l'espoir. Faites l'architecture autrement, vous faites un métier, vous allez certainement faire un métier qui est très très noble. Gardez effectivement ces convictions identitaires, culturelles, pour que vos œuvres que vous allez créer, comme l'a dit tout à l'heure, vous serez certainement un Rachid ou Rachida. Je ne trouve pas Fikri, je ne trouve pas le féminin pour Fikri, mais j'espère que vous allez faire une très très bonne carrière. Leur présence aujourd'hui à l'UR nous réconforte dans notre choix.
Et je pense que l'avenir, c'est vous qui allez le tracer. Nous sommes tout simplement les accompagnateurs et les facilitateurs d'un certain nombre d'objectifs que vous devez réaliser. Nous sommes là pour vous aider. Merci à vous. Merci.